L'été 1982 fut une période particulière, non seulement à cause du soleil brûlant d'Espagne, mais aussi en raison du contexte historique tumultueux en Pologne. Le pays était alors sous loi martiale et une atmosphère politique tendue et oppressante régnait. Dans ce contexte sombre, l'équipe nationale polonaise de football se rendit à la Coupe du Monde non seulement pour jouer au football, mais aussi pour porter une lueur d'espoir à des millions de compatriotes. L'équipe des Aigles Blancs de cette année-là était un formidable mélange de vétérans, chevronnés de la génération 1974 et de l'énergie explosive de jeunes talents. Grâce à leur style de contre-attaque incisif, leur combativité tenace typique de l'Europe de l'Est et leur technique individuelle magistrale, ils ont écrit une page de légende en décrochant la 3e place au classement général. Ils ont non seulement remporté la médaille de bronze, mais ont aussi laissé une trace indélébile dans l'histoire. Mais plus de 40 ans ont passé. Qu'est-il advenu de ces héros? Certains sont devenus des symboles de pouvoir, d'autres ont choisi une vie retirée, et d'autres encore reposent en paix. Tournons les pages de la vie de ces légendes. Zbigniew Boniek, la force, le cœur et l'esprit ultime de l'équipe nationale polonaise en 1982. À 26 ans, Boniek portait le numéro 20, non pas un avant-centre typique, mais un parfait numéro 9,5, doté d'une vitesse fulgurante et d'une capacité explosive lors des grands matchs. Son triplé contre la Belgique lors du 2e tour reste un chef-d'œuvre de contre-attaque, marquant durablement l'histoire du football polonais. Son absence en demi-finale contre l'Italie, pour cause de suspension, demeure un grand regret. Une question lancinante dans le cœur des supporters. Et si? Après le tournoi, Boniek rejoint la Juventus, où il forme avec Michel Platini un duo redoutable, remportant la Ligue des champions et la Coupe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA. Le président de Fiat, Gianni Agnelli, le surnomme affectueusement Bello di Notte, Monsieur Nuit, pour ses performances exceptionnelles lors des matchs en soirée. Après sa retraite de joueur, Boniek ne choisit pas la facilité. Il se lance dans une carrière d'entraîneur, dirigeant l'équipe nationale polonaise avant de devenir président de la Fédération polonaise de football, PZPN, et vice-président de l'UEFA. La carrière de Boniek reflète parfaitement son style de jeu. Agressif, intelligent et toujours en quête de contrôle. D'un joueur arrogant sur le terrain, il est devenu un entraîneur influent, une figure emblématique du football polonais grâce à ses prises de position franches et sa vision stratégique. Aujourd'hui, Boniek demeure l'une des personnalités les plus influentes d'Europe, menant la vie d'un vainqueur accompli qui a façonné le football de son pays pendant un demi-siècle. Grzegorz Lato, une star infatigable et un carrefour politique. Le lien entre la génération dorée de 1974 et l'équipe nationale polonaise de 1982. Si Boniek représente le présent et l'avenir, alors Lato, 32 ans, est un témoin de l'histoire, possédant toujours une vitesse qui inspire la crainte aux défenseurs, même si sa chevelure autrefois abondante s'est décolorée avec le temps. Il évoluait avec assiduité sur l'aile droite, jouant un rôle essentiel sur le terrain et encadrant les jeunes joueurs, même s'il ne marquait plus autant de buts qu'auparavant. La présence de Lato restait une source de motivation importante, contribuant à préserver l'identité et la confiance de l'équipe sur le terrain. Après la Coupe du Monde de 1982, Lato choisit une voie audacieuse. Il partit au Mexique jouer pour l'Atlante, puis au Canada, avant de revenir en Pologne pour prendre sa retraite. Mais sa transformation la plus étonnante eut lieu après sa carrière de joueur. D'homme simple et accessible, Lato se lança en politique, devenant sénateur, puis remportant la présidence de la Fédération polonaise de football face à Boniek. Cependant, sa présidence fut marquée par la controverse et les critiques, un contraste saisissant avec l'adoration immense dont il avait bénéficié durant sa carrière de joueur. Le contraste entre Lato en tant que joueur et Lato en tant qu'homme politique est saisissant. Sur le terrain, il était un héros humble au pouvoir. Il détonnait et était perçu comme conservateur. Pourtant, après avoir quitté la scène politique, Lato a retrouvé une vie paisible. Il demeure une figure emblématique, une légende vivante, avec un record de 100 sélections en équipe nationale à l'époque, un témoignage de l'incroyable résilience de ce petit hirondelle qui a fait la gloire du football d'Europe de l'Est. Władysław Żmuda,
le pilier discret, l'homme qui a érigé le mur d'acier devant le but polonais. Au cœur de la défense, Żmuda était une figure imposante. Malgré ses 28 ans seulement, la Coupe du Monde 1982 fut sa 3e participation sur 4. Un record sans précédent dans le football polonais. Żmuda ne jouait pas avec panache, mais avec sang-froid, un jugement sûr et un placement quasi parfait. Il était le rempart le plus fiable devant le but, surgissant toujours au bon moment dans la chaleur pour conjurer le danger. Si Boniek était de l'épée, alors Żmuda était le bouclier d'acier le plus solide. La carrière de Żmuda l'a ensuite mené en Italie, Vérone, Cremonese et aux États-Unis, New York Cosmos. Cependant, des blessures récurrentes aux genoux l'ont privé de ses meilleures années. Après avoir pris sa retraite de joueur, Żmuda s'est tourné vers l'entraînement des jeunes. Il a dirigé les équipes polonaises des moins de 16 ans aux moins de 21 ans, préférant former discrètement les futurs talents plutôt que de rechercher la gloire dans les grands clubs. La vie de Żmuda reflétait parfaitement son caractère. Discret, humble et dévoué, rarement présent dans les médias. Il fuyait toute polémique. Il mena une vie exemplaire, celle d'un entraîneur et d'un vétéran qui a toujours su préserver sa dignité. Aujourd'hui, Żmuda coule une retraite paisible, mais son nom reste gravé dans les mémoires comme la référence absolue du grand défenseur central que le football polonais ait jamais connu. Józef Młynarczyk, des abysses du scandale au sommet du football européen. Le gardien de but a forgé son destin. Cette année-là, Młynarczyk, le gardien de 28 ans à la moustache caractéristique, gardait les cages de la Pologne. Lors de la Coupe du Monde 1982, il réalisa une série d'arrêts spectaculaires, notamment lors de la demi-finale disputée sous la pluie contre l'Italie et lors du match pour la 3e place haletant contre la France. Pourtant, peu de gens savent que pour évoluer en Espagne, Młynarczyk a dû surmonter le scandale de l'aéroport d'Okęcie en 1980, un incident qui a failli mettre un terme à sa carrière après sa suspension. La Coupe du Monde 1982 lui a permis de redorer son blason et de s'imposer comme l'un des meilleurs gardiens de but européens. Et il a fait encore mieux. Après le tournoi, Młynarczyk est parti en France pour jouer à Bastia avant de rejoindre Porto, où il a écrit la plus belle page de sa carrière. Il est devenu le premier, à ce jour, le seul gardien polonais à remporter la Ligue des Champions en 1987, lorsque Porto a battu le Bayern Munich. Après sa retraite, il n'a pas quitté les cages, mais est devenu entraîneur des gardiens, continuant à former d'excellents portiers pour Porto et l'équipe nationale. L'histoire de Młynarczyk est une leçon de rédemption. Autrefois considéré comme un coupable à cause de son penchant pour l'alcool, il est devenu une légende grâce à son talent et à son travail acharné. En dehors des terrains, Młynarczyk est un homme sage, discret et pragmatique. Après avoir pris sa retraite du football, il a même travaillé comme chauffeur routier avant de revenir sur les terrains, faisant preuve d'humilité et d'une volonté de recommencer. Aujourd'hui, il continue d'entraîner et incarne un exemple remarquable de résilience face aux erreurs du passé. Włodzimierz Smolarek, un guerrier qui ne recule jamais, qui transforme chaque mètre carré de terrain en toile pour exprimer sa détermination sans faille. Aux côtés de Boniek et Lato, Smolarek, 24 ans, est une force offensive redoutable sur l'aile gauche, dotée d'une énergie apparemment inépuisable. L'image de lui fonçant vers le coin du terrain, balle au pied pour gagner du temps face à des joueurs soviétiques impuissants lors du 2e match décisif de la phase de groupe, est devenu un symbole de ruse et d'esprit combatif tenace. Smolarek ne se contentait pas de courir. Il se battait pour chaque mètre carré, arborant toujours un sourire de défi. Après la Coupe du Monde, Smolarek devint une idole au Widzew Łódź avant de rejoindre l'Eintracht Francfort en Allemagne, puis le Feyenoord aux Pays-Bas, où il connut une immense popularité. Après sa retraite de joueur, il se consacra entièrement à la formation des jeunes et, en particulier, à guider son fils, Ebi Smolarek, vers une brillante carrière en équipe nationale. Il mena une vie simple, toujours optimiste, et fut un lien précieux entre les générations de footballeurs polonais. L'image de ce père dévoué et de ce guerrier joyeux semblait promise à un avenir radieux. Pourtant, ce parcours empli de sourires s'est brutalement interrompu. Le 7 mars 2012, Włodzimierz Smolarek s'est éteint paisiblement dans son sommeil, à son domicile, à l'âge de 54 ans.
Sa disparition a été un choc immense, laissant un vide immense dans le cœur de ses fans. Son héritage ne se limite pas à ses exploits, mais réside aussi dans cet esprit de ne jamais abandonner qu'il a transmis aux générations futures. Stefan Majewski, l'arrière-droit de 26 ans, était l'un des joueurs les plus intelligents de l'équipe. Son surnom, The Doctor, reflète non seulement son allure intellectuelle, mais aussi son style de jeu réfléchi et méthodique. Sonbot, qui a porté le score à 2-0 lors du match pour la 3e place contre la France, restait le moment le plus marquant, confirmant la polyvalence de Majewski, aussi bien offensivement que défensivement. Après le tournoi, Majewski s'installe en Allemagne pour jouer à Kaiserslautern et y connaît un succès considérable. Sa carrière d'après-joueur prend alors une orientation plus spécialisée. Il devient entraîneur, dirigeant plusieurs clubs et assurant même l'intérim à la tête de l'équipe nationale polonaise. Il occupe également le poste de directeur sportif de la fédération, jouant un rôle crucial dans le développement du système d'entraînement. La vie de Majewski est un modèle de méticulosité et de discipline, toujours élégant, concis et méthodique. Il se distingue des autres stars exubérantes par son savoir et son dévouement. Aujourd'hui encore, il demeure un expert et un entraîneur respecté, toujours soucieux d'intégrer les connaissances modernes au football de son pays. Paweł Janas, l'élégant leader au cœur de la défense, l'incarnation du calme et de la finesse. Associé à Żmuda, Janas, à 29 ans, apporte une grâce rare au jeu pour un défenseur central. Il est non seulement redoutable dans les duels, mais possède également une excellente capacité à initier les attaques de loin. Le calme de Janas contribue à l'équilibre de toute la défense, formant un rempart infranchissable devant le but de Młynarczyk. Défenseur central moderne, il privilégie la réflexion à la force brute et sait parfaitement contrôler le rythme de toute la ligne défensive. La carrière de Janas a ensuite pris son envol au club français d'Auxerre, où il a été élu meilleur joueur étranger du tournoi en 1986. Après sa retraite de joueur, Janas est devenu l'un des entraîneurs polonais les plus titrés, menant le Legia Varsovie en quart de finale de la Ligue des Champions et dirigeant l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2006. Malgré les polémiques entourant sa décision d'écarter des joueurs clés, dont le gardien Dudek, son talent d'entraîneur est indéniable. En dehors des terrains, Janas était un homme discret, parfois distant, mais très déterminé. Sa vie après le football était plutôt privée. Il se consacrait à sa famille et à sa passion pour la chasse. Malgré sa retraite du football de haut niveau, Paweł Janas restait une figure marquante, ayant connu la gloire et l'amertume comme joueur et entraîneur. Andrzej Bunkol fut la révélation polonaise de la Coupe du Monde 1982. À seulement 22 ans, avec sa petite taille et sa technique hors pair, il était considéré comme un artiste sur le terrain. Son but contre le Pérou, après un magnifique 1-2 avec Boniek, témoigna de son talent inné. Bunkol apporta une vent de fraîcheur, insufflant une fluidité bienvenue au jeu puissant de l'équipe. Cependant, la vie de Bunkol prit un tournant décisif. En 1986, il décida de ne pas rentrer en Pologne, mais de rester en Allemagne de l'Ouest, où il joua pour le Bayer Leverkusen et remporta la Coupe UEFA en 1988. Cette décision, qualifiée de défection, suscita des critiques de la part des médias polonais, mais Bunkol aspirait simplement à une vie meilleure. Il s'installa définitivement en Allemagne, obtint la nationalité allemande et mena une vie paisible. Après avoir pris sa retraite du football, Bunkol a ouvert un centre de physiothérapie et de bien-être. Il s'est éloigné des projecteurs, satisfait de son rôle discret de professionnel de la santé. Le parallèle entre ses pieds agiles d'antan et ses mains soignantes d'aujourd'hui est éloquent. Bunkol vit désormais heureux en Allemagne, apparaissant occasionnellement lors de célébrations, un homme paisible qui a trouvé la sérénité après les choix difficiles de sa jeunesse. Janusz Kupowicz est un cas à part. Bien qu'il n'ait pas débuté le tournoi, lorsqu'il a eu sa chance, le milieu de terrain de 26 ans a brillé par son intelligence tactique. Son moment de gloire reste son coup franc magistral contre la France lors du match pour la 3e place. Le but victorieux qui a offert une médaille historique. Kupowicz est un meneur de jeu talentueux, un joueur d'une grande maîtrise. Après ce succès,
Kupevic joua en France et en Grèce avant de reprendre son métier de professeur d'éducation physique et d'entraîneur. Fait intéressant, il s'engagea également en politique en tant que conseiller municipal à Gdynia. Veritable intellectuel. Kupevic était profondément soucieux du développement du football et de sa communauté. Il mena une vie active, constamment impliqué dans des projets sociaux et le football des jeunes. Il a toujours conservé son esprit vif et son enthousiasme, et était un invité régulier des émissions de commentaires sportifs. Pourtant, le cœur de cet architecte avait cessé de battre. Le 4 juillet 2022, Janusz Kupevic s'est éteint subitement des suites d'un accident vasculaire cérébral, à l'âge de 66 ans. Sa disparition a coïncidé avec le 40e anniversaire de sa médaille de bronze à la Coupe du Monde, laissant derrière elle une immense tristesse pour tous ceux qui admiraient son talent flamboyant et sa personnalité hors du commun. Waldemar Mateschitz fut le héros le plus méconnu. À seulement 20 ans, il porta sur ses épaules l'immense responsabilité du milieu de terrain, offrant à Boniek un soutien indéfectible. Mateschitz courait sans relâche, se battant avec une énergie inlassable. L'image de lui s'effondrant d'épuisement et de déshydratation après le match contre l'Union soviétique témoigne du sacrifice immense qu'il a consenti pour son pays. Il incarnait le dévouement absolu. La carrière de Mateschitz se poursuivit en France, Auxerre, et en Allemagne, Hambourg. Cependant, les exigences physiques du football eurent un impact considérable sur sa santé à la fin de sa vie. Après sa retraite, Mateschitz s'installa en Allemagne et devint kinésithérapeute, se spécialisant dans la rééducation des joueurs blessés. Il mena une vie discrète, accordant rarement des interviews. Dans la vie, Mateschitz est une personne introvertie et humble, presque timide. Il ne se vante jamais de ses exploits. Il vit aujourd'hui une vie paisible en famille en Allemagne. Il est la preuve que les véritables héros n'ont parfois pas besoin de la gloire. Ils ont simplement besoin de la tranquillité d'esprit de savoir qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Marek Dżuba a débuté le tournoi sur le banc, mais a gagné sa place de titulaire en seconde période grâce à sa fiabilité et sa ténacité. Ce défenseur de 26 ans est un symbole de saine concurrence et d'efforts inlassables. Si Dżuba n'est pas particulièrement brillant techniquement, il compense par son tempérament de feu et sa discipline tactique absolue. Ayant passé toute sa carrière à Łódź, jouant pour les deux clubs rivaux, le ŁKS et le Widzew, Dżuba est une légende locale. Après sa retraite de joueur, il est devenu entraîneur et s'est consacré à la formation des jeunes dans sa ville natale. C'est un homme franc et honnête, avec un style de jeu de rue résolument combatif. Dżuba vit toujours à Łódź, où il profite de sa retraite et continue de suivre le football de son pays. Il incarne la loyauté et l'amour inconditionnel du sport, un homme simple qui se moque de la gloire et du luxe. Andrzej Iwan était l'un des plus grands talents que le football polonais ait jamais connu. À 22 ans, on attendait de lui qu'il brille lors de la Coupe du Monde 1982. Cependant, une blessure lors de son deuxième match contre le Cameroun l'a privé de cette chance, le plongeant dans la tragédie d'un génie inachevé. Iwan avait tout, la technique, la force, l'intelligence, mais le destin s'est acharné sur lui. Après sa carrière de footballeur, la vie d'Iwan a été une longue descente aux enfers, marquée par la dépendance, les jeux d'argent et l'alcoolisme. Il a tenté de se suicider à plusieurs reprises, rongé par la dépression. Son autobiographie, Spaloni, est un témoignage poignant et sans fard sur les aspects les plus sombres du monde du football. Mais c'est précisément cette honnêteté brutale qui lui a valu l'affection et la compassion du public. Iwan s'efforce aujourd'hui de se reconstruire une vie en tant que commentateur, offrant des analyses pertinentes et teintées d'humour. Après avoir traversé de nombreuses épreuves, Iwan semblait avoir retrouvé son équilibre. Pourtant, le démon qui l'habitait ne l'a jamais vraiment quitté. Fin 2022, Andrzej Iwan s'est éteint à Cracovie à l'âge de 63 ans. Sa disparition a marqué la fin d'une vie riche en talent, mais aussi en tragédie. Un poignant avertissement sur le prix de la célébrité et les pressions invisibles qui pèsent lourdement sur les épaules d'un artiste du football. Andrzej Szarmach, le diable aux cheveux longs et à la barbe fournie, arriva à la Coupe du Monde 1982 en tant que star de la génération 1974. Cependant, à 31 ans, il passe la plupart de son temps sur le banc, ne correspondant pas au plan tactique de l'entraîneur Pichnicek.
Néanmoins, son bot contre la France lors du match pour la troisième place témoigna du talent exceptionnel de cet attaquant redoutable dont la carrière ne s'est jamais démentie. Sormark devint par la suite une légende vivante au club français d'Auxerre, où il marqua plus de 90 buts et fut traité comme un fils par l'entraîneur Guy Roux. Il s'installa définitivement en France, travaillant comme entraîneur et menant une vie paisible. Sormark était un homme raffiné et jovial qui s'intégra parfaitement à la culture occidentale. Aujourd'hui, Sormark coule des jours heureux en France et revient occasionnellement en Pologne pour des événements sportifs. Il ne garde aucune rancune pour ses années de remplaçant, mais y repense avec un sourire indulgent. Veritable gentleman du football. Il a prouvé que la classe est intemporelle. Jan Jawocha, la douleur du pionnier. Celui qui a posé les premières pierres sans pouvoir assister au triomphe. À 24 ans, l'arrière droit du Wisła Cracovie débarque en Espagne comme titulaire indiscutable en défense polonaise. Il dispute les 3 premiers matchs de la phase de groupe, s'imposant comme un pilier de la défense grâce à son jeu appliqué et discipliné. Jawocha et ses coéquipiers se préparaient à affronter la pression suffocante des premiers jours du tournoi, lorsque la Pologne enchaînait 2 matchs nuls consécutifs. Il s'était investi à fond pour bâtir les fondations de l'équipe, mais ironiquement, il n'était pas là lorsque celle-ci a brillé de 1000 feux. Le destin s'acharna sur Jawocha lors d'un match triomphal contre le Pérou. Une grave blessure le contraignit à quitter le terrain, laissant sa place à Marek Juba. Dès cet instant, la Coupe du Monde s'arrêta là pour lui. Il dut se contenter des tribunes. Impuissant face à la performance de son remplaçant, Juba, qui permit à l'équipe d'accéder aux demi-finales. C'était la douleur silencieuse d'un joueur. Heureux de la victoire de ses coéquipiers, mais le cœur brisé d'être devenu un étranger en cette journée de fête. Après le tournoi, la carrière de Jawocha se poursuivit, mais sans jamais atteindre le sommet international qu'il espérait. Il partit en Allemagne pour jouer à Augsbourg et à Trèves, où il devint un joueur respecté dans les divisions inférieures. Sa vie après la retraite fut très paisible. Il s'installa en Pologne, loin de la frénésie médiatique. Il vécut en humble témoin de l'histoire, souriant toujours en évoquant 1982. Mais au fond de son regard, on pouvait percevoir une pointe de tristesse, celle d'un parcours inachevé. Włodzimierz Ciołek, le prince, discret et modeste, qui brillait de 1000 feux même sans être titulaire, arborant le numéro 9, Ciołek, 26 ans, incarnait à la perfection le remplaçant de luxe pour la Pologne cette année-là. Le plus beau moment de sa carrière fut sans conteste le match contre le Pérou, où, entré en jeu en cours de rencontre, il inscrivit avec sang-froid le 5e but, couronnant une série de buts spectaculaires. Doté d'un pied gauche exceptionnel et d'une intelligence de jeu remarquable, Ciołek devint par la suite meilleur buteur du championnat polonais à peine 2 ans plus tard. Dans sa ville natale de Wałbrzych, Ciołek est vénéré comme un prince, un homme au talent inné et à l'humilité si caractéristique du football polonais. Cependant, la vie de Ciołek après le football fut tout autre. Après sa retraite et sa reconversion en entraîneur, il se retrouva mêlé à des scandales de matchs truqués, un problème persistant qui gangrenait le football polonais durant sa période de transition. The héros de la Coupe du Monde. Son image fut ternie par une mauvaise gestion et des manquements à l'éthique après sa carrière de joueur. C'est la tragédie d'un talent qui n'a pas su résister aux tentations de son époque. Mais il faut reconnaître que, malgré ses erreurs, Ciołek restait un père et un grand-père en quête de sérénité dans sa vieillesse. Il vit paisiblement dans sa ville natale, confronté à sa conscience et à son passé. L'histoire de Ciołek nous rappelle que la gloire des terrains de football n'efface pas les erreurs de la vie, mais son but de 1982 demeure un magnifique héritage que personne ne pourra jamais lui enlever. Roman Wójcicki, le géant qui a trouvé sa place, un rempart inébranlable en défense centrale. Du haut de ses presque 1,9 mètres, Wójcicki inspirait une confiance absolue à chacune de ses apparitions. Lors de la Coupe du Monde, 1982, le défenseur central de 24 ans n'était que remplaçant de la charnière Jmuda Janas et ne joua que 45 minutes lors du match pour la 3e place contre la France. Malgré son temps de jeu limité, Wójcicki a néanmoins démontré les qualités d'un défenseur central moderne. Grand, fort mais agile, doté d'un excellent contrôle du jeu et d'une grande puissance dans les tacles.
Il incarnait la profondeur et la solidité de la défense polonaise cette année-là. Ce qui est le plus intéressant chez Wojciechowski, c'est son parcours après le tournoi. Il fut l'un des joueurs polonais les plus brillants à évoluer à l'étranger. En Allemagne, devenu une légende avec Hanovre 96 et le FC Hamburg. Il joua régulièrement en Bundesliga pendant de nombreuses années. L'Allemagne devint sa seconde patrie. Après sa retraite, Wojciechowski ne retourna pas en Pologne, mais s'installa définitivement en Allemagne, où il ouvrit une école de football prospère ainsi qu'un centre de physiothérapie. La carrière de Wojciechowski témoigne de son incroyable travail acharné et de sa capacité d'adaptation. Parti d'un rôle de remplaçant relativement inconnu en Espagne, il a bâti une vie épanouie et prospère à l'étranger. Il est un modèle de réussite, un homme qui a utilisé le football comme tremplin pour transformer le destin de toute sa famille. Aujourd'hui, Wojciechowski vit heureux en Allemagne, où il contribue aux échanges culturels entre les deux pays et fait la fierté des Polonais de l'étranger.